qui ne manque de rien attire tout. On t'a appris que tu as besoin de plus d'argent, plus de validation. Et bien sûr, plus tu poursuis, plus ça t'échappe. Ironique, non? Maintenant, imagine l'inverse, que moins tu as besoin, plus tu attires. Ça ressemble à un tour de passe-passe bon marché, mais c'est de la philosophie stoïcienne pure. Quand tu cesses de dépendre, tu deviens libre. Et quand tu es libre, tu arrêtes de mendier et tu commences à choisir. Les gens le remarquent, les opportunités aussi. Car celui qui ne manque de rien est complet. Et ça, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est ce qui existe de plus magnétique. Reste jusqu'à la fin, parce que dans la dernière leçon, tu vas découvrir ce qui peut changer ta façon de tout voir, de tes relations, jusqu'à tes décisions les plus importantes. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. C'est parti. Chapitre 1. Le pouvoir de ne rien vouloir. Il y a quelque chose que personne ne t'a enseigné à l'école, ni à la maison, ni nulle part ailleurs. Et c'est ceci. Plus tu veux quelque chose désespérément, plus ça s'éloigne. Non pas parce que l'univers est cruel, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'il y a une différence énorme, brutale, entre désirer quelque chose et en avoir besoin. Et cette différence change tout. Réfléchis-y un instant. Quand tu dis « je veux un meilleur travail », il y a une énergie là-dedans. Il y a de l'enthousiasme, de la projection, de la possibilité. Mais quand tu dis « j'ai besoin de ce travail » ou « ma vie n'a aucun sens », quelque chose change en toi. Tu te crispes, tu t'accroches, tu commences à agir par peur. Et cette tension, curieusement, est exactement ce qui fait que les opportunités te filent entre les doigts. Les stoïciens le savaient parfaitement. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, ne consacrait pas ses matinées à courir après plus de pouvoir. Il les consacrait à se rappeler qu'il n'en avait pas besoin, qu'il pouvait tout perdre et rester lui-même. Ça ne le rendait pas faible, ça le rendait inarrêtable. Car quand tu n'as pas besoin de quelque chose avec désespoir, tu peux le rechercher avec calme. Tu peux agir sans le tremblement de la peur. Tu peux prendre des décisions avec la tête, pas avec la panique. Quelle est la vraie différence entre désirer et avoir besoin? Le désir dit « j'aimerais avoir ça, et si je l'obtiens, tant mieux ». Le besoin dit « si je ne l'ai pas, je suis incomplet. Il me manque quelque chose, je suis moins ». Tu vois le piège? Le besoin part d'une prémisse déjà brisée, que toi, tel que tu es en ce moment, tu n'es pas suffisant. Et depuis cette prémisse brisée, tout ce que tu construis sera également tordu. Le manque génère l'attachement. L'attachement génère le désespoir. Et le désespoir génère exactement le contraire de ce que tu cherches. Imagine quelqu'un qui est sans relation depuis 3 mois et qui commence à chercher avec urgence. Cette urgence se voit. Elle se voit dans sa façon de parler, dans ses questions, dans la manière dont il essaye d'impressionner chaque personne qu'il rencontre. Et la personne en face le ressent, sans savoir exactement ce qu'elle ressent. Elle sait juste qu'il y a quelque chose qui la met mal à l'aise, qu'il y a trop de tension dans l'air, qu'elle a besoin de s'en aller. Maintenant, imagine quelqu'un qui va bien avec lui-même, qui n'a besoin de personne pour se sentir complet, qui s'il rencontre quelqu'un d'intéressant, parfait, et sinon, ça va aussi. Sa journée ne dépend pas de s'il reçoit ou non un message. Cette personne a quelque chose de magnétique, une énergie tranquille mais puissante, une assurance qui n'a pas besoin de se prouver, parce qu'elle est simplement là, dans sa façon de parler, d'écouter, de ne pas avoir besoin de remplir les silences. C'est ça, l'autosuffisance. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est simplement savoir que tu es suffisant avant que quoi que ce soit ou qui que ce soit n'arrive. Et le mieux, c'est que ça peut s'entraîner. La première étape est radicale et simple à la fois. Arrête de construire ton bien-être sur des choses extérieures à toi. Pas sur le travail, pas sur le partenaire, pas sur l'opinion des autres, pas sur le chiffre affiché sur la balance ni sur les likes d'une publication. Commence à te demander « De quoi ai-je vraiment besoin pour aller bien ?» Et tu découvriras que la liste est bien plus courte que tu ne le croyais. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la liberté, pouvoir vouloir quelque chose sans que ce quelque chose te possède. Et cette distinction, apparemment petite, change absolument tout. Car la vie ne récompense pas celui qui en a le plus besoin. La vie répond à celui qui est le plus serein quand elle arrive. Et cette sérénité commence ici, à cette première étape,
reconnaître que la différence entre désirer et avoir besoin est la différence entre vivre depuis la force ou vivre depuis la peur. Celui qui ne manque de rien est maître de tout, parce que rien ne peut lui enlever ce qui ne l'enchaîne plus. Et si tu crois déjà savoir d'où vient cette sensation qu'il te manque toujours quelque chose, attends. Parce qu'il y a une illusion qu'on t'a vendue depuis que tu es petit, si bien construite que tu ne la remarques presque pas. Et c'est cette illusion qui nourrit tout le reste. Chapitre 2. L'illusion du manque. Je veux que tu penses à quelque chose. Combien de fois as-tu pensé ? Quand j'aurai X, alors je serai heureux. Quand j'aurai ce travail, quand j'aurai perdu ces kilos, quand j'aurai plus d'argent, quand je trouverai quelqu'un, quand je déménagerai, quand j'aurai terminé ce projet, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai plus de temps. Et combien de fois ce « quand » est arrivé sans que le bonheur ne vienne avec ? Exactement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un système très bien conçu pour que tu ne te sentes jamais suffisant. Et ce n'est pas que tu sois faible ou cassé, c'est que tu as passé toute ta vie à nager dans un océan de messages qui te répètent encore et encore qu'il te manque quelque chose, que tu pourrais être plus, que les autres ont plus, que ce que tu as maintenant n'est pas suffisant. La publicité fonctionne exactement comme ça. Elle te montre un problème que tu ne savais pas avoir pour te vendre la solution. Les réseaux sociaux affichent les meilleures versions des vies des autres pour que tu compares ta version complète avec le résumé édité des autres. Et certaines dynamiques sociales t'apprennent depuis tout petit qu'il y a un standard à atteindre et que si tu ne l'atteins pas, quelque chose cloche. Tout conspire pour que tu continues à croire que ce que tu as n'est pas suffisant. C'est ici qu'intervient ce que la philosophie stoïcienne appelait le jugement sur les choses. Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave et a fini par être l'un des penseurs les plus influents de son époque, disait que la souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous croyons à propos de ce qui nous arrive. Et l'une des croyances les plus destructrices que nous puissions avoir, c'est celle de ne pas avoir assez. Parce que cette croyance n'est pas un fait, c'est une interprétation. Et les interprétations peuvent changer. Comment cette croyance de manque s'installe-t-elle ? Parfois elle vient de l'enfance, de messages comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « ce n'est pas pour nous » ou « ne sois pas si ambitieux ». Parfois elle vient de la comparaison constante avec les autres, de voir des vies qui semblent parfaites sur un écran et de sentir que la tienne est médiocre en comparaison. Parfois elle vient de la peur, cette peur primitive de se retrouver sans ressources, sans affection, sans sécurité. Et la peur est le moteur le plus puissant de la dépendance. Quand tu as peur d'être seul, tu t'accroches à des relations qui ne te font pas de bien. Quand tu as peur de perdre ton travail, tu acceptes des conditions que tu ne mérites pas. Quand tu as peur de ne pas être aimé, tu deviens quelqu'un que tu n'es pas pour obtenir de l'approbation. La peur ne te protège pas, elle te paralyse. Elle te fait prendre des décisions qui renforcent exactement ce que tu crains. Reprogrammer cette mentalité de manque, ce n'est pas se mettre en mode fantasme et croire que tout est merveilleux quand ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de nier la réalité. C'est quelque chose de bien plus concret. C'est apprendre à te demander, cette croyance est-elle réelle ou est-ce une habitude mentale ? Ce que je crois qu'il me manque, est-il un besoin réel ou un conditionnement que je répète depuis des années sans le remettre en question ? Imagine que tu passes des années à penser que sans partenaire tu n'es rien, que tu es incomplet, que quelque chose cloche en toi. Cette croyance n'est pas un fait objectif. C'est un scénario que quelqu'un écrit dans ta tête, peut-être sans mauvaise intention, et que tu répètes sans le questionner. Et pendant que tu le répètes, tu prends des décisions depuis là, des décisions qui renforcent cette même croyance. Tu entres dans des relations qui ne te conviennent pas par peur d'être seul. Tu acceptes la première chose qui vient parce que tu crois que c'est la seule qui viendra. Et ensuite, tu te demandes pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Le manque est un cycle. Pour sortir du cycle, il faut en prendre conscience. Il faut l'attraper au moment où il apparaît et se demander « est-ce vrai ?» ou « est-ce seulement une pensée à laquelle j'ai donné tellement de vie qu'elle semble vraie ?» Les pensées ne sont pas la réalité, ce sont des propositions. Et c'est toi qui décides lesquelles tu acceptes et lesquelles tu rejettes. Quand tu commences à voir l'illusion du manque pour ce qu'elle est, quelque chose en toi commence à se calmer. Tu commences à voir plus clairement ce que tu as, ce qui fonctionne, ce qui est déjà là. Et depuis cette clarté, tu peux commencer à agir depuis un endroit complètement différent. Un endroit où le moteur n'est pas la peur du manque, mais la confiance que tu as déjà suffisamment pour commencer. Il ne te manque rien.
Tu as juste trop de croyances qui te convainquent du contraire. Et précisément quand tu comprends que le manque était dans ta tête, il devient urgent de nettoyer aussi ce que tu ressens. Parce qu'il y a un type d'attachement qui ne vient pas de la raison, il vient du cœur. Et c'est le plus compliqué à travailler, celui qui fait le plus mal à reconnaître et celui qui transforme le plus quand on le lâche enfin. Chapitre 3. Le détachement émotionnel. Lâcher prise. Ça semble facile à dire, non? Lâche-le, laisse-le partir, ne t'y accroche pas, comme si c'était aussi simple qu'ouvrir la main et laisser tomber quelque chose que tu tiens dans la paume. Mais tu sais très bien que ça ne fonctionne pas ainsi, qu'il y a des personnes, des situations, des souvenirs qui se collent à toi comme s'ils avaient leur propre vie, que peu importe combien tu veux arrêter de penser à quelque chose, ton esprit y revient encore et encore, comme s'il avait sa propre inertie, comme un disque rayé que personne n'a payé. Alors parlons vraiment de ce que signifie lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas arrêter de ressentir, ce n'est pas s'anesthésier émotionnellement ni devenir de pierre, c'est arrêter d'avoir besoin que quelque chose soit différent de ce qu'il est. C'est faire la paix avec la réalité telle qu'elle se présente, pas telle que tu voulais qu'elle soit. C'est reconnaître que tu as des sentiments et que ces sentiments n'ont pas à dicter toutes tes actions. Et dans les relations, c'est particulièrement difficile. Parce que quand tu aimes quelqu'un depuis le besoin, ce que tu fais en réalité, c'est utiliser cette personne pour boucher un trou que tu as à l'intérieur. Ce n'est pas de l'amour, même si ça y ressemble. C'est de la dépendance déguisée en amour. Et la différence entre les deux, même si de l'intérieur elle n'est pas toujours facile à voir, est énorme. La philosophie stoïcienne a quelque chose de très beau à dire là-dessus. Épictète parlait de la différence entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les personnes que tu aimes sont dans leur propre vie, avec leur propre libre arbitre, avec leurs propres histoires. Elles ne t'appartiennent pas, elles ne t'ont jamais appartenu. Et prétendre le contraire n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et la possession, même habillée en soins ou en dévotion, finit par asphyxier ce qu'elle touche. Les relations depuis la plénitude ont une toute autre texture. Quand tu vas bien avec toi-même, quand tu n'as pas besoin que l'autre te sauve, te complète ou te valide constamment, la relation devient un espace de vraie rencontre. Deux personnes qui choisissent d'être ensemble, non pas parce qu'elles se nécessitent mutuellement pour fonctionner, mais parce qu'elles s'additionnent. Parce qu'ensemble, la vie est plus riche, plus intéressante, plus amusante. Mais chacun peut aller bien séparément. Chacun a son propre centre de gravité. Ça ne refroidit pas l'amour, ça le rend plus libre. Et un amour libre est paradoxalement bien plus profond et plus durable qu'un amour construit sur le besoin. Comment travaille-t-on la dépendance affective? D'abord, en la reconnaissant. Et ça fait un peu mal, parce que personne ne veut se voir comme quelqu'un qui dépend de l'autre pour aller bien. Mais la dépendance affective n'est pas un défaut de caractère, c'est un apprentissage. Tu as appris à un moment de ton histoire que pour être aimé, tu devais te comporter d'une certaine façon, que tu devais être nécessaire pour l'autre, que si la relation se terminait, c'était parce que quelque chose clochait en toi. Tout ça est faux, mais c'est un mensonge qui se sent très réel, parce qu'il est installé depuis longtemps. L'antidote, c'est d'apprendre à te donner à toi-même ce que tu cherches chez l'autre, la validation, la présence, le calme, la compagnie dans le silence. Tout ça existe en sa version la plus solide et la plus stable à l'intérieur. Non pas parce que les autres ne peuvent pas te le donner, mais parce que si tu ne l'as qu'à travers eux, tu construis ta stabilité émotionnelle sur un terrain étranger, et le terrain étranger bouge toujours. Pratiquer la liberté émotionnelle est un exercice quotidien. C'est te demander, est-ce que je fais ça parce que je le veux, ou parce que j'ai peur de ce qui se passe si je ne le fais pas? Est-ce que je suis dans cette relation par choix libre, ou par panique à l'idée d'être seul? Est-ce que je suis moi-même avec cette personne, ou est-ce que je suis ce que je crois qu'elle a besoin que je sois? La réponse honnête à ces questions te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Et quand tu commences à te mettre en relation, depuis la plénitude, quelque chose de curieux se produit. Tu attires des personnes plus saines, plus entières, car la personne qui va bien avec elle-même, naturellement et sans en être consciente, cherche autour d'elle des personnes qui vont aussi bien. Quand tu changes ton point de départ, tu changes le type de lien que tu construis. Seul celui qui n'a pas besoin de toi pour aller bien peut vraiment t'aimer pour que tu te sentes libre. Et maintenant que nous commençons à comprendre le détachement émotionnel, il y a quelque chose qui peut te sembler une contradiction, mais qui n'en est pas une du tout. Il y a une loi qui dit que plus tu poursuis quelque chose,
plus ça fuit, et que moins tu en as besoin, plus ça apparaît. Ça semble étrange, ça semble presque un piège, mais ça a une logique parfaite. Et c'est cette logique que nous voyons maintenant. Chapitre 4. Le paradoxe de l'attraction. As-tu déjà remarqué que quand tu veux quelque chose avec trop de force, ça semble s'éloigner? Que quand tu es désespéré d'obtenir un travail, les entretiens se passent mal? Que plus tu te sens seul, moins tu attires quelqu'un d'intéressant? Que plus tu as besoin que quelque chose réussisse, plus il est facile que ça échoue? Que plus tu essayes de plaire à quelqu'un, plus il semble indifférent? Ce n'est pas de la malchance. C'est une loi qui fonctionne avec une précision inconfortable. Quand tu as besoin de quelque chose, avec urgence, cette urgence se voit. Elle se voit dans le ton de ta voix, dans ton langage corporel, dans tes décisions, dans la façon dont tu te présentes. Et cette urgence, loin d'ajouter, enlève. Car le désespoir a une odeur que tout le monde peut détecter sans savoir l'identifier. Il génère un malaise diffus, une sensation que quelque chose ne va pas. Et la réponse instinctive de la plupart des gens face à ça, c'est de s'éloigner. La philosophie stoïcienne avait un concept appelé apatheia, qui ne signifie pas l'apathie telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais l'absence de passion perturbatrice, la capacité d'agir avec calme et détermination sans que le résultat t'affecte au point de te paralyser ou de te déformer. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'équilibre intérieur. Et cet équilibre est exactement ce qui génère une vraie attraction. Il y a quelque chose chez la personne qui n'a pas besoin qui est profondément magnétique, non pas parce qu'elle feint, non pas parce qu'elle a appris une technique de manipulation, mais parce qu'elle va vraiment bien. Elle ne dépend vraiment pas du résultat pour être heureuse. Et cette authenticité est irrésistible, parce qu'elle est extraordinairement rare. Pense à l'eau. L'eau ne pousse pas, ne se bat pas, ne crie pas, n'insiste pas. Elle coule simplement. Elle cherche le chemin de moindre résistance, avec une patience infinie, et avec le temps, l'eau peut traverser la roche la plus dure du monde. Non par la force brute, mais par la constance et l'absence totale de résistance en elle-même. Elle ne cesse jamais d'être de l'eau pour essayer d'être autre chose. Ainsi, fonctionne l'énergie de celui qui n'a pas besoin. Il ne pousse pas, ne supplie pas, ne force pas les situations. Il est simplement là, agit, se déplace. Et depuis cet être tranquille et cet agir sans désespoir, tout commence à bouger de façon qui serait impossible depuis l'effort forcé. Et qu'en est-il de ce qu'on appelle la loi de l'attraction? Beaucoup de gens l'interprètent de façon superficielle. Ils pensent à quelque chose très fort, attendent quelques jours et se frustrent quand ça n'apparaît pas. Mais la loi de l'attraction ne dit pas que ce à quoi tu penses se manifeste automatiquement, comme si l'univers était un distributeur automatique. Elle dit quelque chose de plus subtil et de plus profond, que l'état intérieur depuis lequel tu opères détermine le type de réalité que tu construis. Si tu opères depuis le manque, depuis la peur, depuis le besoin désespéré, tu construis une réalité cohérente avec ça. Tu prends des décisions depuis la peur, tu attires des situations qui confirment tes croyances de manque. Le cycle se renforce tout seul. Si tu opères depuis la plénitude, depuis le calme, depuis la confiance dans le processus, tu construis quelque chose de complètement différent. Non par magie, mais parce que tu agis différemment, tu décides différemment, tu te mets en relation différemment. La clé n'est pas dans la pensée, elle est dans l'énergie derrière la pensée. Et cette énergie change quand tu t'arrêtes de forcer et que tu commences à fluer. Flueur ne signifie pas s'asseoir et attendre que les choses tombent du ciel. Ça signifie agir, oui, avec toute la détermination que tu as, mais depuis un endroit tranquille. Ça signifie faire ce qu'il y a à faire sans s'accrocher obsessionnellement au résultat. Ça signifie avoir confiance que si tu fais bien ta part, le processus t'emmène là où tu dois aller. Ça signifie être capable de te demander quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Qu'y a-t-il ici à apprendre? Plutôt que « Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ?» Cette confiance n'est pas de la naïveté, c'est de l'intelligence pratique parce que l'effort forcé dépense 2 fois plus d'énergie et produit la moitié des résultats que l'action sereine et concentrée. Ne cours pas après ce que tu veux. Deviens quelqu'un qui le mérite et laisse le chemin s'ouvrir. Mais pour devenir cette personne, il y a quelque chose que tu dois construire de l'intérieur, quelque chose qui ne peut pas s'acheter, ni s'emprunter, ni se feindre longtemps. On l'appelle l'estime de soi, et elle a peu à voir avec s'aimer dans les bons moments.
Elle a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de toi quand les choses se compliquent et que personne ne regarde. Chapitre 5. Estime de soi et plénitude. Il y a une confusion très répandue sur ce qu'est l'estime de soi. Beaucoup de gens croient que l'estime de soi élevée signifie se sentir bien avec soi-même, quand les choses vont bien, quand tu as du travail, quand tu as un partenaire, quand les gens te complimentent, quand tu es en forme, quand tout s'aligne et que la vie semble raisonnablement gérable. Mais ça, ce n'est pas de l'estime de soi. C'est une dépendance aux circonstances. Et les circonstances changent toujours, sans demander la permission. La vraie estime de soi, c'est autre chose. C'est une valorisation de toi-même qui n'a pas besoin d'être confirmée par quoi que ce soit d'extérieur pour exister. Elle n'a pas besoin du travail, ni du partenaire, ni des likes, ni de l'approbation de ta famille, ni du chiffre sur la balance. Elle est là avant tout ça, et elle reste là quand tout ça disparaît. La philosophie stoïcienne insiste là-dessus avec une clarté presque brutale. La seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ton caractère, ta façon de répondre à ce qui t'arrive, ton intégrité, ta manière d'être, quand personne ne te regarde et personne ne t'applaudit. Tout le reste, la vie peut te l'enlever à n'importe quel moment. Et si ton bien-être en dépend, tu es toujours à un pas de t'effondrer. Construire une valeur propre sans validation externe est l'un des travaux les plus importants que tu puisses faire dans ta vie et l'un des moins glamour, parce qu'il ne donne pas de résultats immédiats ni visibles. C'est un travail silencieux en arrière-plan qui va peu à peu changeant la façon dont tu te perçois toi-même et la façon dont tu te déplaces dans le monde. Pourquoi cherchons-nous constamment l'approbation ? Parce qu'à un moment de notre histoire, nous avons appris que être accepté est sûr et être rejeté est dangereux. Cet apprentissage a un sens évolutif. Nous étions des animaux sociaux qui avaient besoin du groupe pour survivre. Le rejet pouvait signifier rester seul, sans ressources, sans protection. C'était littéralement dangereux. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans cette réalité. Et pourtant, le système d'alarme continue de se déclencher chaque fois que quelqu'un ne t'approuve pas, chaque fois qu'on te critique, chaque fois que tu n'obtiens pas la reconnaissance que tu espérais. Le corps réagit comme si la menace était physique, alors qu'elle n'est en réalité que sociale. Le problème n'est pas de chercher à être aimé. Le problème est d'en avoir besoin pour se sentir bien avec soi-même, parce que ce besoin te met entre les mains de personnes et de situations que tu ne contrôles pas. Et depuis là, tu es fragile. Perpétuellement fragile, n'importe quel commentaire peut te faire du bien ou te faire du mal. N'importe quelle réaction de l'autre peut élever ou abaisser ton humeur. C'est une façon épuisante de vivre. L'amour-propre, comme base du détachement, n'est pas un concept de développement personnel superficiel à répéter devant le miroir. C'est une structure réelle. C'est comme construire une maison sur le roc plutôt que sur le sable. Quand la base est solide, les vents et les pluies ne la renversent pas. Quand la base est l'approbation des autres, la première tempête efface tout. Comment travaille-t-on ça en pratique ? D'abord, en cessant de mesurer ta valeur par des résultats extérieurs. Tu n'es pas plus pour avoir plus. Tu n'es pas moins pour avoir moins. Ta valeur, en tant que personne, ne fluctue pas selon tes circonstances actuelles. Ensuite, en commençant à être honnête avec toi-même sur qui tu es et ce que tu veux, indépendamment de ce que les autres attendent de toi. Ça implique de décevoir des gens à certains moments. Ça implique de dire non quand avant tu disais oui par peur. Ça implique d'être impopulaire par moments. Et en échange, ça implique de vivre depuis un endroit bien plus authentique et bien plus reposant. Troisièmement, en te traitant avec la même considération que tu aurais pour quelqu'un que tu aimes vraiment. Il y a des personnes qui sont extraordinairement gentilles, avec tout le monde, sauf avec elles-mêmes, qui s'exigent l'impossible, se critiquent avec une dureté qu'elles ne permettraient à personne d'autre, et ne considèrent jamais que ce qu'elles font est suffisant. Ça, ce n'est pas de l'exigence saine, c'est de la maltraitance. Et personne ne donne le meilleur de lui-même depuis la maltraitance. Se sentir suffisant tel qu'on est ne signifie pas ne pas vouloir grandir ni s'améliorer. Ça signifie que le point de départ n'est pas le déficit. Depuis là, on grandit par choix, par plaisir, par curiosité, pas par désespoir ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Celui qui se sent suffisant ne mendie pas l'affection. Il la reçoit parce qu'il n'en a pas besoin. Et maintenant que tu as cette base plus claire, il y a quelque chose que nous avons du mal à faire en particulier.
quelque chose que nous faisons de façon presque inconsciente et qui nous vole une quantité énorme d'énergie mentale et émotionnelle. C'est vouloir contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et maîtriser l'art de le lâcher change littéralement la qualité de ta vie quotidienne d'une façon que tu n'imagines pas avant de l'expérimenter. Chapitre 6. L'art de lâcher le contrôle. Combien d'énergie dépenses-tu à essayer de contrôler des choses que tu ne peux pas contrôler? Pense-y vraiment, pas comme une question rhétorique, mais comme un exercice réel. Combien de temps passes-tu à vérifier ton téléphone pour voir si cette personne t'a écrit? Combien de fois as-tu repassé une conversation dans ta tête pour voir si tu avais dit quelque chose de travers, si tu aurais pu le dire mieux, si l'autre l'a bien interprété? Combien de nuits as-tu passé à retourner dans tous les sens ce qui pourrait arriver si telle chose se passait d'une façon ou d'une autre? Combien d'efforts as-tu investi à essayer que les choses se passent exactement comme tu l'avais prévu, au moment exact où tu l'espérais? Et au final, la vie a fait la sienne de toute façon, parce que la vie ne négocie pas. L'obsession pour contrôler les résultats n'est pas un signe de force, ni de responsabilité. C'est un signe de peur. Une peur très compréhensible, la peur que si tu ne contrôles pas tout, tout s'effondre. Mais le piège du contrôle, c'est qu'il consomme des ressources sans produire une vraie sécurité. Il produit seulement l'illusion de sécurité. Et quand la réalité ne répond pas comme tu l'espérais, le coût est double, celui du résultat qui n'est pas arrivé et celui de la sensation d'avoir échoué dans le contrôle. Les stoïciens avaient une idée qui, quand tu l'entends pour la première fois, semble presque provocatrice dans sa simplicité. Divise le monde en deux catégories, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, et consacre ton énergie exclusivement à la première. Le reste, lâche-le, non pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que dépenser de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Ce qui dépend de toi, tes décisions, ton effort, ton attitude, tes valeurs, comment tu te traites et comment tu traites les autres, la qualité de ton travail, l'honnêteté dans tes relations, le soin que tu mets dans ce que tu fais, ce qui ne dépend pas de toi, le résultat final de tes décisions, ce que les autres pensent de toi, le rythme auquel les choses arrivent, si la personne qui te plaît te correspond ou non, comment réagit le marché du travail à ta candidature, ce que quelqu'un décide de faire de sa propre vie. Mélanger ces deux catégories est la source de la plupart des souffrances humaines. Tu essaies de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler et tu négliges la seule chose que tu peux vraiment contrôler, ta réponse intérieure à tout ce qui se passe. La confiance dans le processus de la vie n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas croiser les bras et dire « advienne que pourra ». C'est de l'intelligence stratégique. Comprendre que tu es responsable de l'effort, de la direction, de la constance, pas du résultat final. Que ta part, c'est faire de ton mieux et qu'ensuite le résultat appartient à quelque chose de plus grand et de plus complexe que toi seul. Imagine quelqu'un qui s'occupe d'un jardin avec toute son attention. Il prépare la terre, choisit bien les graines, arrose régulièrement, taille quand il le faut, est présent. Mais il ne peut pas décider quand la pluie arrive. Il ne peut pas accélérer la croissance de la plante, il ne peut pas forcer la fleur à s'ouvrir avant l'heure. Ce qu'il peut, c'est avoir confiance que s'il a bien fait sa part, la nature fera la sienne. C'est la reddition consciente. Ce n'est pas se rendre dans le sens d'abandonner ou de jeter l'éponge. C'est se rendre au fait que tu ne contrôles pas tout, et au lieu de dépenser de l'énergie à résister à cette réalité, tu t'utilises cette énergie dans ce que tu peux faire. La différence entre acceptation et résistance est abyssale en termes de qualité de vie. La résistance dit « ça ne devrait pas se passer ainsi », et elle reste bloquée là, dans le « devrait ». L'acceptation dit « c'est en train de se passer, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et depuis là, elle se déplace. L'acceptation ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Tu n'as pas à être content de tout ni à feindre que la douleur ne fait pas mal. Mais tu peux être en paix avec la réalité tout en travaillant à changer ce qui est en ton pouvoir de changer. Et depuis la paix, tu agis mieux, tu penses avec plus de clarté, tu prends de meilleures décisions. Quand tu lâches le contrôle de ce que tu ne peux pas contrôler, quelque chose de paradoxal et de réel se produit. Tu gagnes plus de contrôle sur ce que tu peux, parce que tu ne disperses plus ton énergie sur tous les fronts impossibles. Tu es concentré sur ce qui t'appartient. Tout ce que tu lâches ne se perd pas. Parfois, ce que tu lâches revient tout seul. Parce que tu ne le retenais plus avec la peur. Il y a un endroit où tout cela s'applique de façon particulièrement puissante. Un endroit qui existe toujours, à chaque instant,
et que pourtant nous n'habitons presque jamais vraiment. Il s'appelle le présent. Et ce qui se passe quand on s'y installe vraiment a une qualité difficile à décrire, mais tu le comprends dès que tu le vis. Chapitre 7. Vivre dans le présent fait une expérience rapide. Pense à où était ton esprit ces 10 dernières minutes. Était-il ici avec ce que tu écoutes ou lis, ou était-il à repasser quelque chose qui s'est passé hier, à anticiper quelque chose qui pourrait arriver demain, à penser à une conversation que tu as eue il y a 2 jours et que tu n'as pas encore fini de traiter intérieurement? Si ton esprit était dans l'un de ces endroits, bienvenue dans le club, parce que la plupart du temps, les êtres humains vivent n'importe où sauf dans le présent. Et ça a un coût énorme. L'anxiété, dans sa grande majorité, est le résultat de vivre dans le futur, de se projeter vers des possibilités qui ne se sont pas encore produites et qui peut-être n'arriveront jamais, de construire des scénarios mentaux où les choses tournent mal et d'y réagir comme s'ils étaient déjà réels, avec toute l'activation émotionnelle que ça implique. C'est comme répéter des catastrophes qui ne se sont pas passées. Et ton corps ne fait pas la différence entre le danger réel et le danger imaginaire. Le passé n'existe plus. Il n'existe qu'en tant que souvenir, en tant qu'interprétation de quelque chose qui n'est plus là. Et le futur n'existe pas encore. Il n'existe qu'en tant que projection, en tant que possibilité. La seule chose qui existe vraiment en ce précis moment, c'est maintenant. Et le maintenant, quand tu l'habites vraiment, a une qualité difficile à décrire, mais que tout le monde a ressenti au moins une fois. Ce moment où tu es tellement absorbé dans ce que tu fais que le temps semble se dissoudre, qu'il n'y a plus de soucis, ni de peur, ni d'attente, seulement l'expérience en elle-même, complète, présente. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature. Et parmi les choses naturelles, il y avait vivre dans le temps où la vie existe, vraiment, le présent. Pas dans le passé que tu ne peux plus changer, pas dans le futur qui n'existe pas encore. Dans le maintenant, dans ce moment concret, comment cela se connecte-t-il à l'idée centrale de celui qui ne manque de rien? Très directement. Le besoin vit dans le futur. J'ai besoin que ça se passe pour pouvoir aller bien. J'ai besoin que ça arrive pour me sentir complet. Tant que tu vis dans ce futur imaginaire où les choses sont enfin comme tu le veux, le présent devient un lieu d'attente, une salle de transit vers quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Quand tu es dans le présent, le besoin perd de son pouvoir, parce que dans le présent, en cet instant concret, presque toujours tu vas bien, presque toujours tu as suffisamment, presque toujours il y a quelque chose, même petit, qui fonctionne. Le manque est presque toujours une sensation qui a plus à voir avec la pensée qu'avec la réalité matérielle de ce moment. L'abondance vit dans le maintenant. Le manque vit dans la comparaison avec un futur imaginaire qui n'existe pas encore. Se connecter au présent ne requiert pas de techniques compliquées ni des heures de méditation quotidienne. Ça peut être aussi simple que, pendant 2 minutes, arrêter de penser à autre chose et prêter une attention totale à ce que tu as devant toi, le goût de ce que tu manges, le ciel que tu vois par la fenêtre, ta propre respiration qui monte et descend sans que tu aies à faire quoi que ce soit, le son de l'ambiance, la texture de ce que tu tiens en main, non pas comme un tour de magie, mais comme un entraînement de l'attention. Parce que l'attention, comme un muscle, se développe avec l'usage constant. Et une fois que tu apprends à ramener l'esprit dans le présent plus fréquemment, la qualité de ton expérience quotidienne change d'une façon difficile à quantifier, mais qui se ressent clairement. Profiter sans attente est l'un des actes les plus radicaux que tu puisses faire dans un monde qui te demande constamment de comparer, d'aspirer à plus, de ne jamais te sentir suffisamment satisfait. Profiter de quelque chose exactement tel qu'il est, sans avoir besoin qu'il soit différent, sans le projeter vers un sens plus grand, sans le comparer à quoi que ce soit, c'est un acte petit et à la fois profondément libérateur. Et quand tu commences à le pratiquer, tu découvres quelque chose qui change beaucoup la perspective. Tu as déjà bien plus que tu ne le croyais. L'abondance n'est pas nécessairement dans ce qui est à venir. Elle est aussi et surtout dans ce qui est déjà là. Le présent est le seul endroit où la vie se passe vraiment. Tout le reste est pensé. Et si le présent contient déjà l'abondance, alors la question est: pourquoi continuons-nous à chercher la richesse à l'extérieur de nous-mêmes? La vérité, c'est que la richesse la plus solide, celle que personne ne peut enlever et qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, n'a pas de prix de marché, ne s'achète pas, ne s'hérite pas, ne s'affiche sur aucun réseau social. Elle naît à l'intérieur, et c'est ce que nous explorons maintenant. Chapitre 8,
l'abondance intérieure. Parlons de richesse, mais pas de celle à laquelle tu penses probablement, pas du compte en banque, pas des mètres carrés de ta maison, ni du modèle de ta voiture, pas de ce que tu as, ni de ce que tu as accompli, ni de ce que tu projettes à l'extérieur, mais de quelque chose de bien plus profond et de bien plus difficile à t'enlever, la richesse qui naît à l'intérieur. Il y a des personnes qui ont beaucoup et vivent dans le manque, qui veulent toujours plus, à qui ce n'est jamais suffisant, qui comparent constamment et en ressortent toujours perdantes dans cette comparaison. Et il y a des personnes qui ont juste ce qu'il faut et vivent dans l'abondance, qui trouvent de la valeur dans le quotidien, qui profitent de ce qu'elles ont, qui n'ont pas besoin de plus pour sentir que leur vie a un sens. La différence n'est pas dans ce qu'elles ont, elle est dans le focus, dans l'endroit où elles portent leur attention. Le cerveau humain a un biais très clair vers le problème, vers ce qui cloche, ce qui manque, ce qui pourrait mal tourner. Ce biais a un sens d'un point de vue évolutif. Les humains qui faisaient plus attention aux dangers survivaient mieux que ceux qui se détendaient trop. Le cerveau a appris que remarquer le mauvais était plus urgent que remarquer le bon. Mais ce mécanisme si utile pour survivre dans des environnements de danger réels est un générateur de mal-être dans le monde moderne, où les dangers sont bien plus abstraits et bien moins urgents qu'un prédateur, mais où le système d'alarme continue de se déclencher avec la même intensité. Et si tu ne le gères pas toi, il te gère. La gratitude n'est pas un truc de positivité creuse. La gratitude est un outil réel. Quand tu entraînes ton esprit à chercher activement ce qui fonctionne, ce que tu as, ce qui va bien, tu changes le schéma d'attention, et changer le schéma d'attention change littéralement ce que tu vis dans ton quotidien. Les stoïciens pratiquaient quelque chose qui semble presque étrange aujourd'hui, la contemplation de ce qu'on pourrait perdre, non pas pour s'angoisser, mais pour apprécier ce qu'on a avant que ça disparaisse. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que tout ce qu'il aimait était temporaire, non pas pour s'attrister, mais pour l'aimer plus intensément, pendant que c'était là, pour ne pas le tenir pour acquis. Reconnaître ce que tu as déjà est un acte d'intelligence, pas de conformisme. Changer le focus du manque vers l'abondance commence par une question qui semble petite, mais qui a un impact réel. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas il y a 3 ans et que je considérais à l'époque difficile ou impossible? Réfléchis honnêtement. Presque tout le monde, s'il est honnête avec lui-même, a quelque chose de ce genre. Une stabilité qui a coûté du travail à construire, une compétence développée, une relation qui n'était pas acquise, une expérience qui t'a changé. L'esprit s'adapte si vite à ce qu'il obtient qu'il cesse bientôt de le voir et revient à l'état de manque, comme si le niveau de satisfaction nécessaire était toujours un pas en avant de là où tu es. L'antidote est une attention délibérée, entraîner le regard pour voir ce qui est là, pas seulement ce qui manque. Et ça ne signifie pas nier la réalité, ni feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ça signifie ajouter à la carte complète ce qui existe déjà, pas seulement ce qui n'existe pas encore. Depuis un endroit de manque, le plus petit problème semble insurmontable. Tout est une menace, tout confirme que les choses vont mal. Depuis un endroit d'abondance, ce même problème ressemble à un défi qu'on peut aborder. Il y a des ressources, il y a des possibilités, il y a des chemins qui depuis le manque n'étaient même pas visibles. La vraie richesse est intérieure. C'est la capacité de trouver de la valeur dans l'ordinaire, de sentir qu'on a suffisamment pour vivre pleinement, d'agir depuis la plénitude plutôt que depuis la peur. Et cette capacité, une fois développée et maintenue, personne ne peut te l'enlever. La vraie richesse ne se mesure pas par ce que tu accumules, mais par ce dont tu n'as pas besoin pour aller bien. Et avec cette richesse à l'intérieur, tes relations changent à la racine, parce que tu n'y entres plus en cherchant qu'on comble ce qui te manque. Tu y entres pour additionner, pour partager, pour construire quelque chose entre 2 personnes qui sont déjà entières. Et ce changement de point de départ transforme absolument tout. C'est ce que nous voyons maintenant. Chapitre 9. Les relations sans besoin, les relations les plus belles qui existent, ont une chose en commun. Aucune des 2 personnes n'est là parce qu'il lui manque quelque chose que l'autre a. Toutes les 2 sont là parce qu'elles choisissent d'y être, parce que l'autre apporte quelque chose, parce qu'ensemble quelque chose se crée qui serait impossible seul. Mais chacun séparément a son propre centre, sa propre vie, ses propres projets, sa propre façon d'aller bien. C'est aimer sans posséder. Et c'est l'une des formes les plus élevées de relations qui existent. La différence entre partager et dépendre semble subtile à décrire, mais dans la pratique,
elle est énorme. Quand tu partages, tu offres quelque chose que tu as. Tu es présent sans te vider. Tu donnes sans calculer ce que tu reçois, parce que tu n'as pas besoin de récupérer quoi que ce soit. Quand tu dépends, tu exiges quelque chose qui te manque. Parfois sans le dire, parfois sans le savoir. Mais l'exigence, même si elle n'est pas verbalisée, se sent dans l'atmosphère. Elle crée de la pression, génère de la culpabilité, étouffe peu à peu. La dépendance affective déguisée en amour est très courante. Elle se manifeste dans des jalousies sans base réelle, dans les faits, dans le besoin constant de confirmation que l'autre est toujours là, toujours en train de t'aimer, toujours en train de te choisir, dans la panique à l'abandon qui fait que n'importe quelle distance, même temporaire et normale, se ressent comme une menace existentielle, dans le fait de construire toute sa journée autour des réactions de l'autre, de perdre le fil de sa propre vie parce qu'on est trop occupé à surveiller celle de l'autre. Et le plus dur avec la dépendance affective, c'est qu'elle éloigne exactement ce qu'elle cherche. La personne qui a constamment besoin de validation finit par épuiser l'autre, qui tôt ou tard a besoin d'espace. Celle qui a peur de l'abandon finit souvent par générer exactement ce qu'elle craint, par l'intensité de sa propre peur. La philosophie stoïcienne parle des relations depuis une perspective qui reste révolutionnaire aujourd'hui. Tu ne peux pas contrôler comment l'autre t'aime, tu ne peux pas contrôler s'il reste ou s'il part, tu ne peux pas garantir qu'une relation dure. La seule chose que tu peux faire, c'est être toi de la façon la plus honnête et la plus complète possible, et choisir consciemment avec qui tu partages ton temps et ton énergie. L'attraction authentique se distingue du besoin émotionnel. En ceci, l'attraction authentique est tranquille. Elle n'a pas besoin de se démontrer, ni de se prouver constamment. Elle n'a pas besoin que l'autre change pour se sentir bien. Elle est à l'aise avec le silence. Elle ne craint pas les espaces. Le besoin émotionnel est urgent, anxieux. Il a besoin de signaux continus que tout va bien, des confirmations qui d'ailleurs ne sont jamais suffisantes. Comment construit-on des liens libres et sains ? Ça commence par toi, par aller bien dans ta propre vie, avant de chercher que quelqu'un te fasse aller bien, par avoir des projets, des intérêts, des amitiés, des objectifs qui ne tournent pas autour d'une personne concrète, par bien te connaître, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et avoir de la clarté sur ce que tu es prêt à accepter et ce que tu ne l'es pas. Quand tu as ça, tu entres dans les relations depuis un autre endroit, non pas en cherchant qu'on te sauve de toi-même, non pas en cherchant qu'on te complète, en cherchant quelque chose qui se construit entre deux personnes qui sont déjà entières et qui choisissent de le construire ensemble. Aimer quelqu'un qui n'a pas besoin de toi pour aller bien, c'est l'un des amours les plus solides qui existent. Parce que tu sais que s'il est avec toi, c'est parce qu'il le veut, pas parce qu'il ne peut pas être sans toi, pas parce qu'il a peur de rester seul. Cette certitude que l'autre choisit librement est celle qui donne à l'amour une autre texture, plus tranquille, plus réelle, plus durable. L'amour qui n'étouffe pas est celui qui reste. Celui qui a trop besoin asphyxie ce qu'il touche. Et quand toi tu deviens cette personne, celle qui n'a pas besoin pour aller bien, celle qui aime librement et vit depuis la plénitude, tu commences à remarquer quelque chose de différent. Dans tout, les choses arrivent avec moins d'efforts. Les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités se multiplient, non pas parce que tu es spécial d'une façon magique, mais parce que tu es devenu quelque chose de réel et de puissant, un aimant. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce dernier chapitre. Chapitre 10. Devenir un aimant. Nous voilà à la fin. Et ce qui vient maintenant est la conséquence naturelle de tout ce qui précède. Quand quelqu'un a travaillé sa relation avec le besoin, quand il a nettoyé les croyances de manque qu'il répétait depuis des années sans les remettre en question, quand il a appris à se mettre en relation depuis le détachement émotionnel, quand il vit plus dans le présent que dans un futur imaginaire, quand il opère depuis l'abondance intérieure et construit des liens depuis la plénitude, cette personne a quelque chose qui ne peut pas être fabriqué artificiellement. Elle a de la cohérence. Et la cohérence est l'ingrédient le plus puissant de l'attraction réelle. La cohérence signifie que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés. Il n'y a pas de fissure entre eux. Il n'y a pas de messages contradictoires que les gens reçoivent sans savoir exactement ce qui génère en eux ce sentiment d'inconfort. Il n'y a pas de version publique et de version privée qui se contredisent quand personne ne regarde. Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Ce que l'autre reçoit, c'est ce qui est vraiment là. Et ça, dans un monde plein de personnes qui disent une chose et en font une autre, qui projettent une image calculée et sont autre chose en dedans,
qui parle d'abondance depuis le manque le plus profond, c'est extraordinairement rare. Et le rare, quand il est authentique, attire. La philosophie stoïcienne appelait ça la vertu, non pas dans le sens moralisateur que ce mot a aujourd'hui, mais dans son sens originel, l'excellence. L'excellence de vivre en accord avec ce que tu es et ce que tu crois, sans duplicité, sans représentation, sans avoir besoin d'afficher quoi que ce soit que tu n'es pas, être exactement qui tu es dans tous les contextes avec toutes les personnes. Être plutôt que poursuivre est le changement le plus radical que tu puisses opérer dans ta façon de te mettre en relation avec la vie. La plupart des gens poursuivent le succès, l'approbation, l'amour, le bonheur, comme si c'était quelque chose qui se trouve toujours un pas plus loin. Et toute cette poursuite a quelque chose en commun. Elle part de la prémisse que ce que tu cherches est à l'extérieur de toi, que tu ne l'as pas encore, que tu es incomplet sans lui. Mais quand tu deviens la personne qui va déjà bien, quelque chose change en profondeur. Tu ne poursuis plus, tu agis, tu fais, tu partages, tu contribues. Et depuis ce lieu d'action, sans désespoir, sans le tremblement de la peur dessous, les résultats arrivent d'une façon qui peut sembler stupéfiante, mais qui a une logique parfaite. L'énergie de celui qui est déjà complet est celle qui attire le plus, pas celui qui parle le plus, pas celui qui a le plus, pas celui qui se vante le plus, ni celui qui essaie le plus d'impressionner. Celui qui transmet le plus de calme, une sécurité tranquille, un objectif clair, celui qui entre dans une pièce et n'a pas besoin que quelqu'un lui fasse une place, parce qu'il apporte son propre espace avec lui. Celui qui peut être seul sans se sentir seul. Celui qui peut dire non sans que sa voix tremble et sans avoir besoin que l'autre comprenne. Celui qui peut recevoir un non sans que ça change quelque chose de fondamental dans la façon dont il se voit. Comment y arriver avec tout ce que nous avons vu? Par un travail réel et honnête, par la disposition à te regarder sans le filtre de ce que tu veux voir, par la patience de celui qui sait que les changements profonds ne se produisent pas en une semaine, mais que chaque jour où tu t'opères depuis un endroit plus intègre est un jour qui construit quelque chose de solide. Tout arrive quand tu n'en as pas besoin, parce que quand tu arrêtes d'agir depuis la peur, tu agis depuis l'intégrité, et l'intégrité soutenue dans le temps produit des résultats que la peur ne peut jamais produire. Non pas parce que la vie récompense l'indifférence, non pas parce qu'il vaut mieux ne pas vouloir les choses, mais parce que le désespoir déforme les décisions et le calme les clarifie. Le chemin n'est pas facile. Personne n'a dit qu'il l'était. Il implique d'être honnête avec toi-même dans des moments où tu préférerais ne pas l'être. Il implique de lâcher des choses qui te donnent une sensation de sécurité, même si cette sécurité est fausse. Il implique de t'arrêter quand la peur te pousse à courir. Il implique de faire confiance au processus quand le résultat n'arrive pas aussi vite que tu le voudrais. Il implique de tolérer l'incertitude sans t'effondrer dedans. Mais le résultat de ce travail soutenu dans le temps, c'est une vie complètement différente de celle que tu construis depuis le besoin. Une vie où tu ne mendis plus l'attention, une vie où tu ne t'excuses plus d'occuper de l'espace, une vie où les relations que tu as sont de vraie qualité parce que toi, t'as construit de la vraie qualité à l'intérieur. Une vie où les opportunités arrivent parce que tu irradies quelque chose que les personnes et les circonstances reconnaissent sans savoir exactement ce que c'est. L'énergie tranquille et ferme de quelqu'un qui va bien. Qui ne manque de rien attire tout. Non pas parce que l'univers récompense les indifférents, mais parce que quand tu cesses d'avoir désespérément besoin, tu deviens libre. Et la vraie liberté, cette liberté profonde qui vient de l'intérieur et qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, est la qualité la plus magnétique qu'un être humain puisse avoir. C'est toi quand tu cesses d'avoir besoin pour exister. Libre, complet, magnétique. N'aie besoin de rien pour aller bien. Quand tu iras bien sans avoir besoin de rien, tout ce que tu mérites viendra de lui-même. Cette présentation, mon ami, est un point de départ, pas une destination. Comprends-la dans ta tête, puis mets-la à l'épreuve dans ta vraie vie. Parce que ce qui se comprend seulement avec l'esprit ne change rien. Ce qui se pratique chaque jour, même en petite dose, change tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Qui ne manque de rien attire tout ». Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Ça nous motive à continuer à créer du contenu similaire. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure.